Ce qui était difficile à gérer, c'est effectivement les bases de vie qui sont, très, très espacées, quoi. Ça va d'entre la plus courte distance, c'est 55 kilomètres, mais 3000 des plus, donc tu mets quand même un certain temps et bah, du CP1 au CP2, il y a quand même 100 kilomètres, quoi. 100 kilomètres, bah, j'ai mis 20 heures, quoi, hein, et j'étais parmi les plus rapides, donc faut imaginer ceux qui sont un peu plus lents et eux, ils sont carrément 30 heures dans la nature, quoi. Et sur la fin, tu es vraiment, complètement, perpète dans les marais ou dans un massif montagneux. Donc là, tu as rien du tout, quoi, pendant, 70 kilomètres. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai l'immense plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Claire Banwart, l'une des figures majeures de l'ultra-trail français, qui course après course marque de son empreinte la discipline, elle qui a couru son premier trail en août 2017 seulement. Claire est un véritable phénomène dont on ne mesure pas pleinement, je trouve, la portée des exploits en ultra-trail, elle qui a participé à 22 ultras en 2022 et qui a décroché une première médaille par équipe avec un titre de vice-championne d'Europe de 24 heures avec l'équipe de France. Préparez vos gants, vos bonnets et vos écouteurs en Gore-Tex, Claire va nous embarquer aujourd'hui pour notre plus grand bonheur sur les sentiers de la Spine Race, une course de plus de 430 km entre l'Angleterre et l'Écosse à la redoutable exigence. Un défi absolument colossal de plus, auquel elle s'est frottée avec une immense détermination il y a quelques jours seulement. Mais je ne vous en dis pas plus. Claire va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Spine Girl. Bonjour Claire, je suis ravi de te recevoir dans ce 104e épisode de Course Épique. Comment ça va ? Bah, écoute, ça va très bien. Est-ce que tu as pris un café pour démarrer cette émission comme il se doit ? Ah, j'en ai pris, j'en ai pris plein, c'est bon, je suis parée là, je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin, je crois. Claire, on a déjà eu le plaisir d'échanger lors de l'épisode 30 de Course Épique, c'était en mars 2021, autant dire il y a une éternité. Course Épique était alors un bébé podcast encore, et puis toi encore une ultra-traileuse dont j'avais dit à l'époque qu'on allait beaucoup entendre parler de toi à l'avenir. Chacun pourra mesurer le chemin parcouru et les milliers de kilomètres que tu as parcourus aussi depuis. Pour les auditeurs qui voudraient donc en savoir plus sur toi, je les invite à se plonger dans cet épisode 30, mais pas tout de suite. D'abord, on a plein de choses à se raconter, donc dès que vous avez fini cet épisode, pour en savoir encore plus sur Claire, et notamment sa Swiss Peaks 2020, je vous invite à écouter l'épisode 30 du podcast. Claire, c'est l'heure de l'instant traditionnel éphéméride d'ouverture de podcast. Ça devient un petit classique. Le jour s'est levé aujourd'hui à 7h30 et se couchera, si tout va bien, à 16h36. Tout ça, ça fait 9h36 de journée. C'est sacrément plus long que ce que tu as connu sur la Spine, ça, non ? Ça fait rêver ? 1 heure de plus, ouais, je crois. Ça fait la différence sur 4 jours de course. Eh ouais, chaque heure de jour est précieuse, c'est sûr. Claire, je vais te demander de te présenter, comme le veut traditionnellement le début de l'épisode. Interdiction de parler de sport ou de course à pied. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous raconter qui n'est pas en lien direct avec ta pratique sportive ? Qu'est-ce que tu es prête à dévoiler de toi que les auditeurs seraient ravis de connaître ? Ouais, d'accord. Moi, je suis Claire Banwart, j'ai 33 ans. J'habite à Village Neuf, qui est un petit village près de Bâle, en Suisse, où je travaille. Je suis actuaire dans une compagnie d'assurance. Je calcule des primes, des contrats, je m'amuse avec des bases de données, je fais même des web apps. Enfin, j'ai un métier très, 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 très intéressant et où surtout, je fais pas grand-chose et je suis payée beaucoup vu que je travaille en Suisse. Et je suis mariée avec une personne formidable et je n'ai pas d'enfant. Et c'est vrai qu'à part la course à pied, je fais pas grand-chose d'autre à part travailler. Quand je travaille pas ou que je dors pas, j'aime, et que je fais pas de sport, mais j'ai pas le droit de parler sport, j'aime aussi, j'aime aussi lire, écouter de la musique, j'aime beaucoup écrire aussi. C'est vrai que si j'avais plus de temps, j'aimerais bien écrire un livre sur le sport dont je n'ai pas le droit de parler. Oui, voilà, globalement, c'est une vie bien remplie. Je vois ça, effectivement. Si on ajoute à tout ça à peu près un ultra, une semaine sur 2 en moyenne, si on lit sur une année, ça vous fait une année bien remplie. Ouais.
Claire, tu as très jeune développé un intérêt pour l'escrime que tu as découvert à la maternelle, sous une forme d'initiation. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt à l'époque pour ce sport? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Bah, j'aimais bien le côté, affronter quelqu'un. C'est vrai que, l'escrime, c'est quand même un sport que tu peux pas pratiquer tout seul, donc tu es forcément obligé d'aller en club et de voir des gens, et de faire beaucoup de rencontres du coup et puis c'est un sport qui allie, la technique, le physique et le mental, un peu comme la course à pied à vrai dire. Donc oui, oui, j'aimais bien et puis, c'était aussi l'époque où j'étais jeune et où je regardais des films de cap et d'épée, donc c'est sûr que c'est toujours sympa de se Jean dire Marais, que tu en as bouffé du Jean Marais? exactement, donc c'est toujours sympa de se dire que moi aussi je peux le faire, moi aussi j'ai une épée et moi aussi je peux éventrer des gens, enfin sauf que dans la vraie vie on n'éventre pas des gens, On essaie, mais on peut, mais c'est risqué. c'est ça. Ça se passe mal après en principe. Mais oui, oui, c'était un sport hyper rigolo, on va dire et puis ça fait 10 ans que j'ai arrêté, mais j'avoue que l'idée de reprendre un fleuret et de retaper sur des gens me tente T'as bien quand effleuré même. l'esprit. Oui. Et il y a cette idée de compétition pour le coup qui est peut-être pas ce duel, cette opposition, c'est un truc que tu retrouves dans le trail ou pour le coup t'es pas du tout dans cette démarche-là dans le trail où le sujet c'est principalement toi face à toi-même? En fait, j'ai fait de l'escrime pendant, jusqu'à mes 20-23 ans, on va dire, donc j'ai fait une quinzaine d'années d'escrime, à co de compétition et après j'ai totalement arrêté et je me suis mis à la course à pied loisir, tranquille, je courais pour moi-même et tout et c'est vrai que j'ai recommencé le trail en compétition il y a 4 ans et ça m'a rappelé de bons souvenirs de s'entraîner, d'avoir un plan d'entraînement, d'avoir des compétitions chaque week-end parce qu'à l'escrime aussi, j'avais des compétitions toutes les 2 semaines à peu près. Ça, c'était important, les compétitions? C'était central dans ta démarche? S'il n'y avait pas eu cette partie-là, tu aurais mis moins d'engagement, tu penses? L'escrime oui, parce que finalement le but du jeu c'est quand même d'être le meilleur, on va dire et on a beau s'entraîner en club, la seule manière pour progresser, c'est de rencontrer des gens qui sont plus forts que soi. Donc c'est vrai que les compétitions, ça me permettait de progresser et c'est vrai qu'en trail, là, c'est la même chose. À l'entraînement, j'aime pas trop me rentrer dedans, j'aime pas trop aller vite, j'aime pas trop me faire mal et c'est vrai que quand j'ai un dossard, tout de suite, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de donner un peu le meilleur de moi-même et c'est aussi pour ça que je fais autant de compétitions, autant de courses de trail dans l'année. C'est aussi parce que, à l'entraînement, j'aime pas me faire mal et je sais que si je m'inscris sur un trail, je vais avoir envie d'être dans les premières positions et donc de faire un vrai entraînement, de vraiment mettre un peu d'intensité, quoi. Tu as une carrière qui a été, qui a été marquée par des performances significatives en escrime, puisque tu as atteint voilà, du très haut niveau international, notamment dans la catégorie junior. Pour autant, tu n'as jamais décidé de renoncer à tes études, ce qui t'a peut-être probablement certainement joué des tours et pénalisé auprès de la fédération, en tout cas dans le développement de ta carrière de fleurettiste. Enfin, je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais j'ai cru comprendre que ça avait pu en tout cas avoir un impact. Est-ce que c'était difficile à encaisser cette idée-là à l'époque ou est-ce que tu es certaine de faire le bon choix? Je ne doute pas qu'aujourd'hui tu te dises que tu es bien fait de mener de front et d'avoir fait le choix de ne pas renoncer en tout cas et de pas rentrer dans un pôle sport pour pouvoir te consacrer à côté à tes études et à une projection de carrière. À ce moment-là, est-ce que ça a été plus difficile à avaler comme pilule au moment où tu n'as pas été retenu en tout cas dans le pôle que tu ciblais à l'époque? Ah oui, oui, forcément, après, on est jeune, quand on est jeune, on se focalise pas trop sur l'avenir, c'est vrai qu'on on vit plutôt dans le présent, donc c'est vrai que sur le moment, ouais, j'avais pas trop aimé, pas trop apprécié et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à l'époque à vouloir privilégier le sport à mes études et c'est vrai qu'heureusement que mes parents ont été là pour un peu me remettre dans le droit chemin, on va dire et me dire, d'aller continuer mes études d'abord et de pas tout sacrifier pour l'escrime. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul de, 15 années supplémentaires, je les remercie d'avoir fait ça parce qu'effectivement, malheureusement en France, il y a pas trop la place, pour être sportif de haut niveau sur des sports qui sont très peu reconnus, à part le foot et le tennis, il y a pas vraiment la place et j'ai le même dilemme aujourd'hui. C'est vrai que je suis passionnée de trail, j'adore ce que je fais en trail, j'adore la course à pied et j'avoue que si j'avais la possibilité de vivre de ça, j'en serais ravie et j'attendrais qu'une seule chose, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir le faire. Mais je suis aussi bien contente d'avoir un boulot à côté qui me permet, justement de payer mon matériel, mes dossards, mes courses et de pouvoir faire un peu ce que je veux aussi et je me rends compte que si j'avais tout sacrifié, à l'époque pour faire du sport, déjà, j'aurais pas la possibilité de faire ce que je veux en course à pied actuellement
Et puis il suffit de se blesser ou quoi que ce soit, pour que tout soit fini, sans compter en plus qu'on ne peut pas non plus gagner des millions, voire même des milliers d'euros dans notre sport, que ça soit l'escrime ou la course à pied et qu'on est forcément obligé d'avoir un travail à côté, malheureusement. Malheureusement, donc c'est une décision quand même que tu déplores en tout cas. Tu préfères, idéalement, t'aurais aimé que le scénario s'écrive autrement. Ah bah, oui, idéalement, j'aurais bien aimé vivre de l'escrime ou de la course à pied, c'est sûr, hein, mais d'un autre côté, c'est bien aussi qu'il y ait pas tant d'argent que ça en jeu dans nos sports parce qu'on peut quand même, en tant qu'amateur, se faire plaisir et c'est ça qui est le plus important aussi. Si je reviens un peu dans le temps, la course à pied, elle est arrivée progressivement dans ta vie, même si elle était déjà présente. Je crois que tu allais courir un peu le week-end avec ton papa notamment. Le vrai intérêt de la discipline ou la façon dont petit à petit elle a commencé à prendre de la place dans ton quotidien, ça a été surtout pour des raisons de praticité, finalement, des raisons un peu logistiques qui faisaient que c'était compatible avec tes débuts dans la vie professionnelle. C'est ça qui a permis de laisser un peu de place à la course à pied. Oui, puis, bah, aussi c'était mon moyen de déplacement. J'avoue que ça a toujours, j'ai jamais eu de voiture et j'ai toujours tout fait à pied et c'est plus un mode de vie, qu'autre chose. Oui, on parle pas de sport ou de pratique pour toi, c'est Oui, intégré oui, pleinement à ta à façon de la vivre et d'être. exactement, voilà. Est-ce que tu as su très vite que tu serais attiré par des efforts longs et que c'est peut-être là aussi où tu avais des capacités, des prédispositions que tu pressentais, ou est-ce que ça s'est fait étape par étape, kilomètre après kilomètre, où tu as pu constater, notamment après ton UT4M, qui je pense était assez fondateur, ta première course, si je dis pas de bêtises, ton premier trail, est-ce que c'est tout ça qui a petit à petit contribué à te faire prendre conscience de ça, ou est-ce que très vite tu as senti qu'il y avait un potentiel lapin du Duracell en toi, capable de courir très très longtemps? Bah, j'ai toujours su que je pouvais courir assez longtemps, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à franchir le pas et qu'il m'a fallu passer par beaucoup d'étapes, enfin, globalement, j'y suis allée progressivement. J'ai commencé par, l'UT4M qui était 4 fois un marathon, puis après un 70 kilomètres, puis un 90, puis un 110. Puis après, j'ai passé le pas sur un 100 miles, quoi. Je précise quand même que l'UT4M, tu as fini cinquième, je crois, sur ta première course, ce C'est qui est ça, déjà un annonciateur de belles performances. c'est ça. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu peur de monter dans les distances, parce que même si j'étais habituée et que je faisais des gros volumes, de course à pied et que je courais quasiment tous les jours, il y a quand même le je passe une première nuit dehors qui rebute un peu, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et puis même après, quand je suis montée sur des distances de 100 miles, il m'a fallu un peu de temps pour monter encore au-delà, donc aux courses multijours comme la Swiss Peaks ou même tout simplement les backyards où on peut vite dépasser les 200-250 voire 300 kilomètres. Ça j'ai quand même mis un peu de temps, enfin un peu de temps. C'est vrai que finalement en 4 ans je l'ai fait, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais tout de suite. Faire la Swiss Peaks ou le Thor, c'était vraiment des choses que j'imaginais plutôt quand j'ai commencé, dans 5 peut-être 10 ans et pas 4 ans quoi, voire même 3 à vrai dire. Parce que ça fait quand même peur et parce qu'il faut quand même passer plusieurs nuits dehors et puis c'est un peu l'inconnu aussi, mais à un moment faut se lancer à un moment. Est-ce que ça t'appelle aussi, justement, ces territoires un peu inconnus et ces expériences où tu as le sentiment de sortir largement de ta zone de confort? Là, tu parles de ta crainte, mais c'est aussi des choses que tu as envie d'aller chercher, j'imagine, vu les défis que tu te lances aujourd'hui, qui sont à chaque fois, notamment la Spine dont on va parler. Tu repousses quand même des limites à chaque fois, donc c'est une espèce d'ambivalence entre une attirance et une crainte malgré tout. Bah, ouais, j'avoue que la Spagne, c'était complètement hors de ma zone de confort. Je pense qu'au bout d'un moment, on veut pas forcément plus, mais on veut quelque chose de différent ou qu'on voit ça comme un défi en fait qui nous perturbe parce que c'est vrai que finalement s'aligner au départ d'une course en se disant: «Bon, je vais la finir, si je me blesse pas, je vais la finir. La question, c'est de savoir est-ce que je vais la finir bien ou pas». À un moment, on a aussi besoin de ce petit défi, de ce petit challenge en plus de se dire: «Ah, je suis pas sûre de finir quand même, ça va être compliqué, ça va être difficile, on va voir comment ça va se passer, quoi». Et c'est vrai que quand on commence à après je dis pas que quand j'ai fait le Thor ou la Swiss Peak, j'avais pas peur et tout, mais quand on commence à en faire 1, 2, 3, 4, c'est la 5e ou 6e course de plus de 300 kilomètres qu'on fait, on commence quand même à se dire: «Bon, je vais réussir à gérer, même si ça se passe mal, je sais comment je vais faire».
Et après, bah voilà, quand on commence à se trouver des défis un peu fous comme la spine, où là on se dit mon Dieu, j'ai jamais fait ça, je sais pas si je vais y arriver, je sais même pas si je vais tenir 20 kilomètres. Bah ouais, forcément, il y a toujours ce petit piment en plus, cette petite sensation de peur qui finalement nous manque un peu, que j'avais un peu à mes débuts quand j'ai fait mes premiers 100 miles. Moi, j'ai fait mon premier 100 miles, j'étais terrorisée. J'ai fait mon premier 200 miles, la Swiss Peak, j'étais terrorisée aussi. Et c'est vrai qu'à force d'en faire, on perd un peu, je dis pas que ça devient une habitude, c'est jamais une habitude ce genre de course, mais on perd un peu ce petit goût de, ah, est-ce que je vais réussir à finir? Comment ça va se passer? Parce que finalement, on finit quand même, le corps finit quand même par s'habituer, l'esprit quand même finit par s'habituer. Avec l'expérience, on commence à savoir comment gérer ce genre de course. Et c'est vrai que c'est bien à ce moment-là de passer à des choses complètement inattendues, inhabituelles, folles. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin des choses qui restent encore inconfortables en dépit de l'expérience que tu as accumulée, à titre d'exemple, la gestion de la nuit ou l'alimentation, des passages très techniques? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui, toi, aujourd'hui, ont une forme d'inconfort au-delà de l'expérience que tu as pu accumuler qui fait que tu appréhendes tout avec beaucoup plus de confiance? Bah oui, forcément, courir la nuit, c'est jamais évident. Là, sur la Spagne, j'ai eu énormément de chance que la météo soit sèche, parce que je sais que je ne supporte pas courir sous la pluie. Donc je sais qu'il y a encore des choses, même les passages très, très techniques, bon, OK, je commence à avoir un petit peu plus d'habitude. J'ai fait la Diag, le Verbier, l'échappée belle, et cetera. Même le Thor, c'était assez technique. Mais c'est vrai que c'est pas des choses où je suis hyper confortable d'avoir ça tout le temps sans arrêt. Donc je sais que sur une course, je peux potentiellement avoir des passages comme ça qui seront très, très difficiles. Et selon les conditions météo, une course peut aussi devenir tout à fait difficile aussi. Donc ouais, il y a des tas de choses que j'ai identifiées, qui me seraient inconfortables et qui peuvent, si jamais je refais la Spagne par exemple, je sais que je peux tout à fait avoir de la pluie pendant 5 jours et un terrain hyper difficile qui n'est pas du tout ce que j'apprécie. Et je sais que si je refais la Spagne, ça pourrait être tout à fait différent et je pourrais, tout à fait comment dire? Avoir une expérience totalement différente, parce que finalement là, l'expérience que j'ai eue est plutôt positive. Mais je sais il suffisait que les conditions météo soient un petit peu plus humides, on va dire, et ça aurait pu être tout à fait différent. Claire, depuis qu'on s'est parlé dans le cadre de Course Épique la dernière fois en mars 2021, tu as enchaîné une foultitude de courses et plus particulièrement des ultras. J'ai trois petites questions, hormis la Spine, sur laquelle on va avoir le temps de largement revenir tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais me dire, voilà, sur ces 2 dernières années, la course qui a connu un déroulement le plus inattendu, en tout cas qui a été la plus surprenante pour toi? Bah, 360, le challenge que j'ai fait en novembre dernier, c'était la course un peu inattendue en effet, parce que j'ai commencé tranquille, je devais être dans le top 10, puis à la start list était, une start list de malades. Il y avait Franco Collet, il y avait Lucas, il y avait tout un tas de gens qui étaient très, très forts. Enfin bon, quand je voyais la liste de départ, je me disais: «Au mieux, je ferais top 10. S'il y a de la casse, je ferais peut-être, 7e ou 8e». Et c'est vrai qu'au Tu final, raisonnes au scratch d'emblée? Tu raisonnes pas ah oui, dans... oui, sur les courses de 200 miles, ou les backyards, je raisonne au scratch, hein, parce que je pense qu'à un moment, quand la course est supérieure à 250 kilomètres, 300 kilomètres, il y a juste plus vraiment de différence entre les hommes et les femmes. Ce que je vois d'ailleurs, hein, parce que je fais toujours, enfin, sur les dernières courses que j'ai faites, plus de 200 de 200 kilomètres et plus, j'ai souvent fait top 5 en fait. Dès que la course est longue, supérieure à 200-250 kilomètres, moi j'estime qu'il y a plus de différence entre hommes et femmes, hein. Donc cette 360, elle t'a surpris, Ouais, Zia? elle m'a surpris, voilà, parce que j'ai commencé top 10 tranquillou, bon voilà, un peu en mode, on va voir ce qui se passe. Et puis finalement au bout de 100 kilomètres, je devais être 2e. Puis j'ai fait quasiment toute la course en 2e position et je me suis fait rattraper par le 3e et le 4e, à 12 kilomètres de l'arrivée. Mais j'étais très contente de moi parce que j'ai fait toute la course toute seule et que c'était pas un objectif, donc j'ai fait ça un peu en mode, un peu un mode voilou. Puis bon, la 360, c'est vraiment une aventure aussi parce que, bah, c'est un peu comme l'Espagne, il y a des bases de vie tous les 50 à 60 kilomètres, sauf que là, c'est complètement l'opposé de l'Espagne, c'est-à-dire que là, il faisait 50 degrés de plus, enfin on avait, 35-40 degrés parfois. Et le problème de la 360, c'est trouver de l'eau, parce qu'à Gran Canaria, il fait 40 degrés et il y a pas une rivière, il y a pas une source d'eau, il y a rien. Donc là, c'était vraiment l'opposé total de l'Espagne. Et du coup, là, la gestion de l'eau, la gestion de la nourriture, et cetera, c'était vraiment le point le plus crucial. Et je trouve que j'avais bien géré. Donc
Et donc voilà, c'était une course vraiment inattendue parce que je m'attendais pas du tout à être, j'ai fini du coup, 4e, je crois. Ouais, c'est ça, j'ai fini 4e et comme j'ai dit, j'étais 2e jusqu'à 10 kilomètres de l'arrivée et je m'attendais pas du tout à ça. Surtout que j'ai eu une année 2022 un peu compliquée, j'ai été anémiée donc jusqu'au mois de juillet, j'arrivais même pas, même une course de 30 kilomètres, j'arrivais même pas à la courir, jusqu'au mois de juillet donc j'ai corrigé ça et puis heureusement après, j'ai vraiment repris de la forme. Donc c'était vraiment la première course où je me sentais vraiment très, 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 très bien depuis 6 mois, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cette 360 et on est notamment en plus là au niveau navigation, c'est c'est le grand n'importe quoi. On passe sur des sentiers qui n'existent pas et c'est vrai que la première fois que je l'avais faite, j'étais complètement novice en ça et je sais que j'avais perdu 9 heures. Il y a des moments où j'étais complètement paumée, j'avais attendu quelqu'un en mangeant un sandwich pour qu'il me débloque de là. Donc c'était la première fois où au niveau navigation, je gérais plutôt pas mal. Et au niveau eau et classement final, j'avais totalement géré, donc j'étais très, 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 très contente et ça m'encourageait bien pour la Spine après tir. J'ai une seconde question pour laquelle la réponse sera peut-être la même. Je vais te demander la course qui avait été la plus accomplissante pour toi là dans ces 2 dernières années ou celle dont tu es le plus fier. Est-ce que c'est aussi cette 360? Là, du coup, c'est la Spine parce que j'ai vraiment eu l'impression de très, très bien gérer et de prendre beaucoup de plaisir et de pouvoir courir jusqu'au bout, ce qui m'arrive pas forcément, surtout sur des courses de 300 kilomètres et plus. Mais là, j'avoue que j'ai même parfois sur les autres courses, j'avais pas mal subi le sommeil. Enfin, j'avais pas trop su comment le gérer et j'étais arrivée à un point où en fait j'étais tombée de fatigue. Alors que là, sur la Spine, j'avais décidé de dormir tant et puis j'avais décidé de dormir à la base 4 à tant d'heures et finalement, je l'ai fait et j'ai pas eu de soucis et j'ai pu courir jusqu'au kilomètre 380. Bon, après il y avait de la neige donc je pouvais plus trop courir, mais j'ai non, la Spine, je trouve que j'ai plutôt très, très bien géré, même si, c'est perfectible et il y a toujours des points d'amélioration, c'est sûr. Tu vas nous raconter tout ça en détail. C'est ça. La course la plus exigeante que tu aies faite récemment? Le Tour des géants, c'est, très exigeant, c'est très raide, ça monte tout le temps, ça descend tout le temps, c'est le cardio monte tout le temps aussi. Ouais, ouais, le Tour des géants, c'est quelque chose. J'aimerais bien le refaire d'ailleurs, avec un peu plus d'expérience, mais ouais, ouais, c'est une des courses les plus exigeantes, physiquement, je pense et mentalement. C'est vrai que j'avais beaucoup puisé mentalement. Ton calendrier 2022, il a été extrêmement dense. J'en parlais avec plus d'une vingtaine d'ultras et seulement un DNF, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un besoin irrépressible d'avoir ces fréquences soutenues de course. Voilà, est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir de la lassitude ou te dire ok, là c'était peut-être la course de trop ou j'aurais pas dû, ou est-ce que tu fonctionnes avec ça, c'est l'adrénaline, c'est t'as besoin de te projeter très régulièrement dans ces défis-là au fil de l'année? En fait, je fonctionne beaucoup, comme j'ai dit, en fait, pour moi, les courses que je fais, c'est plutôt des courses d'entraînement pour mes gros objectifs, qui sont souvent des des belles boucheries de plus de 300 kilomètres. Donc forcément, pour s'entraîner à ce genre de course, il y a rien de mieux que de faire des courses de 100 ou 160 kilomètres. Et j'avoue que l'année dernière, quand j'ai été anémiée, ça a été parfois un peu compliqué, mais j'ai jamais même, j'étais anémiée, j'étais très, très, très fatiguée, mais j'ai jamais ressenti de lassitude. J'ai toujours adoré les courses que je faisais, même si j'étais pas au top de ma forme. Et de toute manière, c'est mon principe. Je veux dire, si j'ai pas de plaisir, je fais pas la course, c'est tout, hein. Et donc tant que j'ai du plaisir, je continue à enchaîner les courses. Et puis le jour où j'aurai plus de plaisir, j'arrêterai, quoi. Je me mettrai au bowling ou au bilboquet, je sais pas. Mais non, non, j'ai jamais eu de lassitude et je me suis toujours assurée de bien récupérer de mes courses avant d'en faire une autre. C'est ça aussi le point le plus important et c'est aussi pour ça que j'arrive à enchaîner tant de courses, c'est que finalement je récupère assez vite et je continue à m'entraîner. Enfin, je prends pas comme certains une semaine off avant la course, puis une semaine off après la course parce que bon, là, sinon je m'entraînerais plus de l'année, je prendrais que des semaines off, je crois. Mais non, justement, les courses que je fais sont la plupart du temps pas des objectifs, sont comme des grosses sorties longues d'entraînement et c'est ça qui me plaît aussi. Puis j'en fais aussi beaucoup près de chez moi, donc sans avoir besoin de forcément, traverser ou voyager pendant un jour. Parce que j'habite près de la Suisse et la Suisse, c'est c'est juste incroyable. Donc voilà.
Est-ce que c'est ta pratique et justement la fréquence et le rythme avec lequel tu vis tes courses dans une année, est-ce que ça peut susciter des questionnements? Est-ce que tu as beaucoup le droit quotidiennement à pourquoi tu fais ça ou c'est quoi l'intérêt, une espèce de forme d'incompréhension sur la façon. Alors je pense que c'est vrai de manière générale sur la pratique de la course à pied, quel que soit le niveau. Parfois on se pose un peu l'entourage ne comprend pas à quel point ça peut être addictif. Enfin, je pense comme toute passion, mais voilà, même moi je sais qu'à mon tout petit niveau, tu vois, ça peut susciter un certain nombre d'interrogations. Est-ce que toi tu es confronté aussi à ça? Une forme de jugement? Heu, après j'ai toujours, dans le domaine professionnel, j'ai toujours, comment dire? Dit jamais trop dit ce que je faisais, enfin, un peu bon, là, je suis partie pour l'Espagne, forcément, il fallait que j'explique à mon chef pourquoi je partais 4 jours au mois de décembre, enfin, au mois de janvier, mais sinon, je l'ai jamais trop et je m'en vante jamais trop de toutes les courses que je fais et je pense que mon chef et mes collègues sont pas trop au courant et après dans mon entourage, oui, je pense qu'au début, ils commençaient enfin, je pense qu'ils ont vite compris, que voilà, que j'étais un peu hors norme et que je faisais ça parce que j'arrivais à le faire et que ça me faisait plaisir, mais que c'est quelque chose de totalement inhabituel et cetera. Mais c'est vrai que, bah, souvent, enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes, enfin pas vraiment eu de problèmes, mais c'est vrai que mes parents pendant un moment m'ont dit: «Mais est-ce que tu cours pas un peu trop et tout?» Bon, je pense que maintenant quand ils ont vu, d'autres exemples de gens qui finalement sont pires que moi, bon, ils se disent que bon, ça va, ça pourrait Tu être l'as envoyé pire. le compte Enfin c'est Instagram de Lucas Papi. oui, voilà, ou même d'autres, il y a vraiment d'autres coureurs qui sont incroyables, qui font des choses extraordinaires et qu'on n'entend pas du tout dont on n'entend pas du tout parler, et qui font largement pire que moi. Moi, je fais une course peut-être toutes les 2 semaines, tous les mois, toutes les 2 semaines, il y en a, ils font juste des courses tous les week-ends, quoi. Bon, pas au même rythme que moi, mais c'est juste incroyable, quoi. Tu as connu une année 2022 donc très riche, très dense. Il y a une fin d'année qui a été tonitruante avec la Transgrande Canaria, ta victoire à Koulamanen, ta Diagonale des Fous avec une 11e place, ta 21e place à l'UTMB. Voilà, c'était une fin de saison assez géniale. L'année, elle n'a pas été simple tout à l'heure, tu l'as évoqué tout à l'heure. En fait, il a fallu un rassemblement d'équipe de France pour que tu prennes, que tu prennes ou que tu comprennes surtout la raison de l'espèce de petit trou d'air que tu connaissais, notamment, qui a un peu connu son apogée au mois de juillet, pour te donner un peu des clés de compréhension de ce qui est en train de se passer et de la fatigue que tu ressentais depuis des mois. Oui, bah, ça, enfin, heureusement que j'ai fait cette prise de sang parce que c'est vrai que sinon je continuerais à me poser des questions, je pense. Ouais, oui, C'était j'ai quoi eu une ton année. ressenti, un épuisement profond? Oui, 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 j'étais extrêmement fatiguée, j'avais le cardio qui montait à 100 à l'heure, j'étais extrêmement fatiguée, pour tout, hein, enfin rien qu'aller faire un petit footing, ça me fatiguait, j'allais faire un cours de vélo, ça me fatiguait, alors que d'habitude je les enchaîne sans aucun problème et puis c'est vrai que, bah, c'est quand j'ai identifié le problème et que j'ai commencé à prendre des compléments en fer et au bout d'un mois que je me suis rendue compte que j'étais vraiment au fond au fond du trou, quoi, que j'avais une condition physique qui était, bah, celle d'un cancéreux en phase terminale, quoi. Donc il m'a fallu 2-3 mois pour retrouver, des conditions enfin pour retrouver des sensations à peu près normales et puis encore deux autres mois pour retrouver ma forme physique, bah, d'avant anémie, quoi. Et le moral tenait dans ces moments-là? Est-ce que tu avais aussi une perte C'est d'envie, une perte de plaisir, de doute, de lassitude d'être dans cet état-là? de plaisir, non, parce que j'adore courir, donc même si je cours et puis à l'entraînement, je m'en fiche, je regarde pas du tout ma montre. Je suis même plutôt, souvent à faire des footings à 8 à l'heure, voire même à 7 à l'heure. Je m'affole jamais trop, je m'en fiche à vrai dire, je regarde pas ma montre. Mais c'est vrai que, bah, quand tu fais un trail que d'habitude tu fais en 22 heures et que là tu mets 40 heures, tu te dis: «Ouh là là, ouais, c'est pas normal» et c'est pas non plus hyper agréable d'être en PLS dans des montées, quoi. Et c'est vrai qu'au mois de juillet, ouais, je me posais un peu la question, enfin je me demandais surtout si, ma méthode d'entraînement avait pas atteint ses limites, si, faire trop de volume, si c'était pas le moment où mon corps me disait stop, en fait. C'est une méthode autodéterminée ou tu as un entourage qui te guide? Non, j'ai pas de coach, je fais, avec mon expérience, avec mon ressenti et j'estime que pour l'instant ça marche plutôt pas On mal, peut le dire. vu le niveau d'endurance que j'ai à 33 ans et donc non, c'est plutôt une expérience enfin c'est basé sur, mon expérience personnelle, sur ce que j'ai envie de faire aussi parce que je déteste faire de la VMA, des choses comme ça, mais j'ai identifié certaines zones, enfin il faut que je progresse en montée, il faut que je progresse en endurance, il faut que je progresse en pas mal de choses et je sais à peu près faire ce qu'il faut pour progresser.
sans faire de la VMA, donc c'est cool. Euh, mais mais voilà, mais c'est aussi basé sur faire beaucoup de volume, faire beaucoup d'heures, sortir beaucoup, être beaucoup dehors, beaucoup courir, etc. à allure lente. Et enchaîner aussi, voilà, aussi ma méthode de faire des courses pour m'entraîner, etc. Donc c'est vrai que au mois de juillet, je me suis vraiment demandé, surtout que j'étais blessée également parce que forcément quand tu es anémiée, tu as aussi des capacités de récupération qui sont moindres et du coup tu te blesses. Et je m'étais même carrément demandé à un moment si j'avais pas de l'arthrose, si la course à pied était juste pas, juste complètement finie pour moi parce que j'étais arrivée à un point où j'arrivais même plus à courir 100 mètres en fait. Mais donc, on a fait cette prise de sang, on a identifié le problème. J'ai aussi eu, lors du stage de l'équipe de France, des kinés qui m'ont regardé, qui m'ont dit que c'était juste des problèmes aux mollets, que c'était pas de l'arthrose. Et du coup, le moral ça a été dur pendant 2-3 semaines. Et puis après, je me suis juste dit, écoute, t'as 3 semaines avant l'UTMB, 6 semaines avant les championnats d'Europe de 24 heures, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux, tu prends du fer à fond et puis tu fais ce que tu peux pour t'entraîner sans pouvoir courir parce qu'à l'époque j'étais blessée, je pouvais pas courir. Puis au final, j'ai plutôt bien sauvé les meubles sur l'UTMB parce que je fais 2 heures de moins que l'année d'avant où je l'avais fait totalement valide. Et puis au championnat d'Europe de 24 heures, je fais 232 kilomètres, ce qui était juste complètement inespéré en sachant que 4 semaines avant, je pouvais même pas courir, quoi. Donc voilà, ouais, ça a été une année très compliquée, mais je pense que c'est le genre d'année où on en ressort beaucoup plus fort et c'est justement, ça m'a appris beaucoup de choses pour pouvoir gérer des courses de 200 miles où forcément on a aussi des hauts et des bas et souvent des bas très très bas et où il faut réussir à avoir le mental qu'il faut pour rebondir et puis finalement continuer la course et bien réussir sa course. Avec l'équipe de France de 24 heures, vous avez été vice-championne d'Europe. Est-ce que cette approche collective qui était nouvelle pour toi, en tout cas dans le cadre de la course à pied, qu'est-ce que ça t'a apporté au regard des expériences plus individuelles par la force des choses que tu vivais jusqu'alors? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est vrai qu'au départ, j'imaginais pas que porter le maillot de l'équipe de France et d'être une équipe de 6 personnes, je pensais pas que ça me galvaniserait autant. Enfin, je suis assez, solitaire, on va dire. Puis quand je fais mes trails, je suis souvent toute seule, et c'est vrai que le côté collectif, je l'avais un peu vécu à l'escrime parce qu'on avait aussi une épreuve par équipe, mais j'ai jamais ressenti comment dire? C'était pas une pression, mais c'était une pression, mais une bonne pression. Donc c'est vrai que pendant toute la course, j'étais en mode, déjà on s'encourageait dès qu'on se croisait, dès qu'on croisait quelqu'un de l'équipe de France, on s'encourageait. Et puis le fait de porter le maillot, ouais, ça change tout, quoi. C'est un peu comme le costume de Superman, en fait. On se dit qu'on est un super-héros, pas pour son pays, mais pour son équipe, pour les autres filles qui sont là et aussi pour tout l'encadrement qu'on avait à côté. Parce que la plupart des courses que je fais, j'ai pas d'assistance. Et c'est vrai que là, on avait tout un staff, on avait un docteur, on avait un kiné, on avait les coachs qui nous donnaient les ravitaux, etc. Et rien que le fait de se dire qu'il y a des gens qui sont là, qui vont aussi passer 24 heures à nous voir courir, à nous encourager, forcément on se dit, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, et qu'on va donner le meilleur de soi. Donc c'est vrai que c'était incroyable. Enfin, j'ai vécu des émotions comme jamais. Puis d'ailleurs, j'ai donné le meilleur de moi-même comme jamais. J'ai pas pu marcher pendant 3 jours après. Mais c'était incroyable. Et c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé que porter le maillot de l'équipe de France comme ça serait aussi galvanisant et aussi une expérience aussi fantastique en fait. C'est la première d'une longue série, j'espère. Ouais, normalement, là, je devrais aller au championnat du monde à Taipei l'année prochaine. Heu, donc ça va, ouais, on va remettre ça et on va flinguer des Américains et pas seulement des Allemands, quoi. Claire, c'est un point sur lequel j'avais échangé récemment avec Cascade Verte et que j'ai encore vu passer hier par l'intermédiaire de Rémi Gégard. C'est l'idée de se dire qu'à performance équivalente, peut-être si tu étais américaine, tu aurais peut-être une reconnaissance différente. Est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet pour toi après lequel tu cours? Est-ce que c'est au contraire, ça te va bien d'être sous les radars et c'est plutôt un choix? Est-ce que tu vis ça comme une anomalie ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te va assez bien et toi tu traces ta route pour toi d'abord? J'avoue qu'il y a un moment, ça m'avait un peu, je me demandais pourquoi je m'entraînais autant, pourquoi j'essayais de m'améliorer sans arrêt, quand je voyais des gens qui avaient, je dis pas qu'ils ont aucun talent, mais qui avaient moins
moins de mérite, on va dire, à être mis en lumière. C'est vrai que je me demandais pourquoi, je m'entraînais, 6-7 heures par jour parfois, sur les semaines d'entraînement chargées, pourquoi je le faisais. Puis après je me suis dit: «Oui, mais pourquoi je le fais?» Parce qu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est pas, des milliers de félicitations de gens qui n'y connaissaient rien au sport. C'est vraiment la reconnaissance de mes pairs et c'est vrai que d'avoir un des meilleurs ultra runners français qui te dit: «Ouais, bravo, tu es au-dessus du lot» ou d'avoir, bah, là, sur la spine, Meren, enfin le recordman de backyard qui me dit: «Ah, tu étais trop rapide, j'ai pas réussi à te rattraper». Bah, c'est voilà, c'est pour ça aussi, en fait, c'est vraiment la reconnaissance de ses pairs, c'est d'avoir Lucas, bah, qui, m'invite à faire une balade avec lui, parce qu'il Une petite ou balade. qui ouais, une petite balade de 1000 kilomètres à Gran Canaria ou qui après veut faire une course en duo avec moi. Voilà, c'est le genre de finalement c'est ça vaut toutes les C'est la plus belle des couvertures, reconnaissances. et voilà, c'est la plus belle des reconnaissances. Ou même là, s'entendre dire que j'aurais le niveau pour aller à la Barclay, je préfère largement qu'on me dise ça plutôt que d'avoir une couverture ou un article sur moi dans Picsou Magazine, quoi. Picsou Magazine, c'est classe en même temps. Ah oui, j'avoue que c'est classe. Ça serait pas mal. J'avoue que ça me plairait quand même. Merci beaucoup Claire. On va passer maintenant à notre rubrique suivante qui est le questionnaire de Proust. Et la première des questions que je voulais te poser dans le cadre de cette rubrique, c'était la décision, ou en tout cas une décision qui aurait changé ta vie à jamais. Bah, oui, bah, moi, la décision qui a le plus changé ma vie, je crois, c'est de donner mon numéro à l'espèce d'inconnu, bizarre, qui me l'a demandé au restaurant universitaire de l'ENS Lyon. Et ce gars bizarre est après devenu, mon mari, quoi. Est-ce qu'il est Et toujours j'ai bizarre? il est encore plus bizarre maintenant, parce qu'en plus, il court maintenant. Aïe, aïe, aïe. Mais j'avoue que ouais, il a totalement changé ma vie. C'était quand? C'était, ouh là, il y Ah, à ce a point-là? une dizaine d'années, je dirais, ouais, oui, ça doit être il y a une dizaine d'années, je pense. J'étais encore étudiante à l'époque et donc lui aussi était étudiant et ça a changé ma vie dans le sens où il m'a apporté beaucoup de confiance en moi et puis sans lui, j'aurais jamais, je pense, découvert le trail ou la course à pied en compétition. Et je ne vivrais pas aujourd'hui à Bâle, enfin, je ne travaillerais pas en Suisse et je ne serais pas dans un cadre magnifique, et propice à la course de montagne. Et puis il m'a beaucoup apporté. Moi, je lui ai apporté la course à pied et puis lui, il m'a apporté la confiance et m'a fait découvrir le trail et la course en compétition et plein d'autres choses aussi. Je suis sûr que tu l'as apporté d'autres choses que la course à pied aussi. Oui, mais principalement ça. C'est pas la cuisine que je lui ai apporté en tout cas. Deuxième question pour toi, Claire. La chose que tu choisirais de faire ou les choses que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées? Ah, moi, si j'avais des ressources illimitées, je partirais faire un tour du monde en courant. Je ferais 60 kilomètres par jour, je me ferais tous les pays du monde, j'arrêterais dans 20 ans quand je serais fatiguée. Ça donne envie, Ouais, franchement. je me ferais tous les trails, tous les sentiers de randonnée qui existent au monde. Oui, c'est un rêve, quoi. Avec ton mari, puisqu'il court maintenant. Avec mon mari, ouais, voilà. Troisième question, Claire. 3 choses que tu emmènerais sur une île déserte. Donc ça pourrait être aussi sur ton tour du monde en courant, si tu avais 3 choses à emmener avec toi. Bah, une tonne de bouffe, Ouais. parce que bon, c'est important quand même de bien manger. Une tonne de paires de chaussures, parce que sur mon île déserte, je me vois bien courir partout. Et un téléphone cellulaire, pour que quand j'en aurais marre d'être toute seule sur mon île désert, on puisse venir me chercher, quoi. D'accord. Il faudrait que tu fasses installer une antenne 4G sur ton île C'est déserte. ça, la 4G, comme ça j'aurai Netflix en plus, c'est parfait. Je pourrais continuer à aller sur Facebook, et mettre des photos de plages paradisiaques, bon, en disant pas que l'île est déserte, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, Claire. Je vais passer maintenant à la présentation de la course qui va nous intéresser aujourd'hui, ta course épique. C'est donc la Spine, nos auditeurs l'auront compris. C'est une course d'ultra trail qui a vu le jour en 2012 et qui se déroule au mois de janvier chez nos voisins anglo-saxons sur une distance d'environ 268 miles, soit environ 431 km. Ça donne des frissons, juste cette distance-là, là, c'est impressionnant. La course, elle relie, je peux mal le dire, Edale en Angleterre, à Kirkheaton en Écosse, le long de la Pennine Way, l'un des sentiers nationaux les plus exigeants de Grande-Bretagne et certainement le plus emblématique. Ce sentier traverse certains des terrains les plus beaux et parfois les plus difficiles d'Angleterre, notamment le Peak District, le Yorkshire Dales, le parc national de Northumberland, le mur d'Adrien, qui est un bon souvenir pour toi, je crois, les Cheviot ou encore les Scottish Borders. Et les concurrents ont la chance d'avoir 7 jours pour pouvoir arriver au terme de cette course.
Je te laisserai nous en dire un peu plus clair tout à l'heure sur un peu les grands principes logistiques et les contraintes qui sont imposées aux coureurs. Cette Spine Race, elle est considérée souvent comme l'une des courses d'endurance les plus difficiles au monde. Elle s'est d'ailleurs autoproclamée Britain's Most Brutal Race. Donc voilà, la course la plus brutale d'Angleterre. Je trouve ça assez génial. Très vendeur finalement, c'est à vouloir te dissuader, ça te donne envie d'y aller. C'est quand même bien fait. En tout cas j'imagine pour le type de caractère comme le tien. Le cocktail, il est évidemment corsé. On peut imaginer à quoi ressemble une course en Angleterre au mois de janvier. Donc on est à peu près sûr de trouver de la glace, de la neige, du verglas, des vents très froids, des températures négatives, de l'escalade, de la gadoue. Voilà, un vrai délice ou un vrai délire au choix. Donc ce défi qui est incontestablement épique, il va mettre à rude épreuve le physique et la force mentale de ses participants au fil de ces 11 000 mètres de dénivelé positif. Le record féminin, il est dingue. Il est détenu par Jasmine Paris en 83 heures et 12 minutes, sachant que le record masculin est détenu, lui, par John Kelly en 87 heures et 53 minutes, soit 4 bonnes heures de plus. Et voilà. Ah, justement, il vient d'être battu, là. Oui, Ils exact. ont fait 84 heures et quelques. Absolument, c'est vrai. Mais oui, c'était John Kelly avant. Voilà, et c'est Jasmine en tout cas qui a encore ce record, et ça conforte ce que tu disais tout à l'heure sur les longues distances aussi, ce nivellement entre les performances des hommes et des femmes. Et puis il y a des variantes de cette Spine Race, puisqu'il y a un format qui est largement plus accessible, qui fait seulement une centaine de miles en gros, qui est réalisé en 60 heures maximum, et puis il y a une version estivale qui se tient au mois de juin. J'ai vu des photos, ça donne plus envie, en tout cas pour un coureur de mon niveau, ça semble un peu plus, J'avoue. un peu plus plaisant. Voilà, et cette année vous étiez 157 à prendre le départ de cette édition 2023. Voilà pour la description de la course qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu la connais, tu l'avais déjà eue, la revoilà, c'est la question qui pique. Toujours un grand moment de n'importe quoi. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la course britannique Jasmine Paris a remporté la Spine Race en 2019 en 83 heures, devenant ainsi la première femme à remporter l'épreuve. C'est un exploit qui est incroyable, d'autant plus quand on sait qu'elle a battu le record précédent qui était détenu par un homme de plus de 12 heures et qu'elle est arrivée avec près de 15 heures d'avance sur le deuxième. Voilà. Jasmine est évidemment une athlète amateur et puis elle avait pris cette semaine-là une semaine de congé pendant son doctorat en sciences vétérinaires pour participer à la course. Voilà ma question qui pique pour toi, elle est à peu près sérieuse, à peu près cohérente par rapport à la course, une fois n'est pas coutume. À quoi d'inattendu Jasmine a-t-elle passé une partie de ses 7 heures de pause pendant la course? Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Je sais. Oui, elle avait tiré du lait pour son enfant. Exactement, bravo. Elle a passé à tirer du lait pour sa fille de 14 mois. T'es affûté, dis donc, bravo. C'était incroyable. Ah non, mais bon. Ouais, c'est pour ça que je me suis inscrite à la Spine. Ah, j'imagine. Parce que c'est une course olé olé, un peu. Bon. Ouais, c'est ça. Là, c'est le bon moment d'arrêter cette question typique. Claire, on va se plonger dans ta Spine. J'aurais voulu que tu nous expliques un peu à quel point tu lorgnais sur cette course depuis longtemps. Est-ce que tu l'avais spoté et c'est un projet depuis quelque temps et tu as voulu construire ton expérience jusqu'à cette course-là, ou est-ce que c'est arrivé voilà, plus ou moins par hasard plus récemment? Comme à peu près toutes les courses à la con que je fais, c'était le plus grand des hasards en fait. En fait, je me suis inscrite à la Spine en 2020 pour l'édition 2021, qui était donc juste l'année du Covid. Seulement, voilà, 3 semaines avant la course, il y avait eu pas mal de désistements justement à cause du Covid. Et ils avaient, parce que normalement la Spine normalement elle est complète. Enfin, on s'inscrit là, genre en février, et la course est complète en 3 minutes. Hein. Donc après, il y a une liste d'attente, mais en gros, si vraiment vous voulez faire l'Espagne, il faut regarder quand est-ce que c'est les inscriptions et s'inscrire tout de suite. C'est fou tous ces gens qui ont envie de brutalité dans leur vie. Oui, non, mais c'est incroyable, c'est démentiel. Hein. Ouais, ça prouve à quel point les gens sont malades. Donc bref, voilà, en 2020, donc voilà, un mois avant la course, il y a eu beaucoup de désistements du coup à cause du Covid, et ils avaient réouvert. Je crois qu'ils avaient réouvert 50 places en disant que oui, là, dans l'état actuel des choses, la course aurait lieu. Donc moi, j'ai pas trop réfléchi. C'était le Covid, ça faisait 4 mois qu'on était confinés. Je me suis dit bon, j'ai envie de bouger un peu, ça a l'air cool et tout. Je connaissais pas, hein, je connaissais pas plus que ça. Enfin, à part, je connaissais juste l'histoire de Jasmine, et puis je savais pas exactement ce que c'était, à quel point c'était horrible les conditions météo. Et du coup, je m'étais inscrite. Bon, pas de bol, 2 semaines plus tard, là, même l'Angleterre était complètement confinée par le Covid, et du coup, ça n'a bien sûr pas eu lieu. Après, je devais du coup la faire l'année d'après, donc en janvier 2022. Et puis là, pareil, janvier 2022, 2 semaines avant la course, il y avait interdiction de voyager en Angleterre de la France, re-Covid, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai faite cette année.
Donc en 2020, quand je me suis inscrite, je savais pas du tout ce que c'était et j'avoue qu'en 2 ans, j'ai eu le temps de m'instruire et de me dire que c'était pas du tout une course pour moi, parce qu'il y avait de la boue, du froid, de la pluie, enfin tout ce que je déteste, tout ce dont je suis incapable de courir, plus de quelques heures dedans. Donc j'avoue que j'ai longtemps hésité à me désinscrire et puis, comme j'ai un peu complètement oublié, j'ai zappé la deadline pour me désinscrire et comme la course coûtait un peu cher, j'ai fait: «Bon, on va y aller, on va pas cracher sur le prix du dossard, quoi» et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée, là en 2023 sur, la Spine, enfin sur la ligne de départ de la Spine. Pour te dire à quel point j'étais motivée, normalement il y a une liste de matériel obligatoire qui fait 3 pages. Moi, 2 jours avant la course, j'avais pas encore tout, hein. La veille de partir, je partais le samedi matin super tôt. Le vendredi, j'étais à courir à droite à gauche chercher les derniers trucs de mon matos obligatoire. J'avais 2 ans pour me préparer quand même, hein. Et t'as bouclé ta Voilà. valise, je crois, 2 heures avant de partir prendre l'avion, c'est ça, avant de Ouais, sauter dans le taxi? c'est ça, ouais. Je me suis couchée à 4:00 du mat pour finir mon drop bag et à 5:00, je prenais un taxi pour aller à l'aéroport. Enfin bon, le truc, faut absolument pas faire ça, et je l'ai fait. Je l'ai fait et pourtant j'avais 2 ans, hein, j'avais 2 ans pour faire ça. Donc voilà. Tu avais mis en place des choses en particulier en vue de cette course-là, ou l'idée c'est plutôt de surfer sur ta forme de fin d'année, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses à ajuster que tu as pu intégrer dans ta préparation qui étaient très spécifiques, ou ça c'est pas vraiment réaliste? Normalement, il y a des choses quand même, à faire. Déjà, aller courir quand il fait froid et quand il pleut. Bon, j'ai eu la flemme. Non, c'est pas que j'ai eu la flemme, c'est surtout qu'au mois de décembre, il a fait 15 degrés. Donc, l'entraînement, l'adaptation au froid, walou, hein. Même avec la meilleure volonté du monde, j'étais en short et t-shirt quasiment tout le mois de décembre. Et puis, l'autre chose que la plupart des gens font, c'est s'habituer à courir avec un sac à dos chargé parce que donc il y a le matériel obligatoire qui est non négligeable avec notamment un sac de couchage, un bivy, un réchaud, enfin bon, des lunettes. Voilà, enfin Le bon. poids d'ailleurs maximal est assez évocateur à lui seul, c'est 20 kilos, hein, c'est ça? Au maximum. Non, Ah non, ça enfin, c'est le drop bag, pardon. Ça c'est le drop c'est bag, c'est le ça? drop bag, ouais, le drop bag, c'est 20 kilos maximum. Après, le sac qu'on a sur le dos, honnêtement, moi, j'ai optimisé de chez optimisé. Il faisait 5 kilos sans l'eau et sans la bouffe. Donc, tu rajoutes bien 2-3 kilos. Donc, j'étais à 8 kilos sur moi, quoi. Et je pense que c'est le minimum de chez minimum qu'on peut faire parce que là, je pouvais pas vraiment optimiser beaucoup plus. Donc voilà, donc aller courir avec un sac à dos chargé pour s'habituer à courir avec une charge sur le dos, ouais, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Je l'ai fait, une fois, enfin je suis partie 1 kilomètre avec un sac à dos chargé, puis je suis revenue puisque ça me gonflait et puis j'ai fait beaucoup de volume, j'ai beaucoup couru. Enfin les 420 kilomètres, c'était pas un souci. Mais je l'ai pas fait avec un sac à dos chargé et je l'ai pas fait, sous la pluie dans des conditions météo horribles. Donc j'avoue que j'étais pas non plus très, très prête à la Spine. J'étais pas prête du tout, quoi. J'étais un peu en mode: «Bon, on verra bien ce qui se passe» et puis voilà. Il y a 2 autres aspects qui peuvent être aussi, enfin qui rajoutent du piment à la course. Il y a notamment le fait qu'il n'y ait pas de balisage, donc on se débrouille avec sa carte, sa boussole. Il y a très peu de ravito, tu l'as dit tout à l'heure dans une de tes précédentes courses, mais il peut y avoir vraiment des distances importantes et surtout beaucoup de temps entre, c'est pas tant le nombre de kilomètres, mais aussi parfois c'est le nombre d'heures qu'il peut y avoir, quasiment une vingtaine, je crois, au maximum de ce que tu m'avais raconté dans nos échanges préliminaires. Donc ça rajoute aussi de la complexité à la course. Ça t'allait bien? Ouais. Oui, oui, tout à fait. Après la navigation, quand tu fais la Transgrancanaria 360 où, tu navigues sur des sentiers qui existent pas, bon, tu te dis que tu es blindé. Tu te dis: «Bon, je devrais réussir à pas me perdre. Ça devrait aller, suivre une trace GPS, ouais, ça va, je sais le faire». Bon après, c'est vrai que sur l'Espagne, il y a quelques on est quand même on est sur le Pennine Way qui est un sentier balisé et comment dire? Fléché et cetera, mais c'est vrai qu'il y a quelques portions qui, de nuit ou sous la neige, étaient un peu compliquées à gérer, mais il y en a pas tant que ça non plus, donc ça va. Par contre, ce qui était difficile à gérer, c'est effectivement les bases de vie qui sont, très, très espacées, quoi. Ça va d'entre la plus courte distance, c'est 55 kilomètres, mais 3000 des plus, donc tu mets quand même un certain temps et du CP1 au CP2, il y a quand même 100 kilomètres, quoi. 100 kilomètres, là, j'ai mis 20 heures, quoi, hein, et j'étais parmi les plus rapides, donc faut imaginer ceux qui sont un peu plus lents et eux, ils sont carrément 30 heures dans la nature, quoi. Donc sur l'Espagne, ouais, il y a que 5 bases de vie, donc ouais, c'est espacé entre 55, enfin je crois que c'est
75 la première, 100, 55, 65, 64, 67. Donc ouais. Et puis plus tu avances dans la course, plus t'es lent aussi. Donc c'est difficile et sur les 2 premières jambes, enfin sur les 175 premiers kilomètres, t'as des ravitaux non officiels, on va dire. Donc t'as finalement tous les 30 kilomètres, t'as un truc, t'as de l'eau, t'as un bar, t'as quelque chose. Et sur la fin, t'es vraiment complètement perpète dans les marais ou dans un massif montagneux. Donc là, t'as rien du tout, quoi. Pendant 70 kilomètres. Donc c'est pour ça qu'aussi il y a certains checkpoints où tu es obligé d'avoir au minimum 3000 calories sur toi. Et c'est compréhensible parce que tu sais que pendant les 60 prochains kilomètres, tu n'auras rien, tu auras zéro bouffe, tu auras zéro flotte. La flotte, c'est pas trop un problème parce qu'il y a quand même beaucoup de rivières. Moi, j'avais une gourde filtrante. Et puis tu t'en prends plein la gueule aussi. Normalement, au niveau flotte, t'es jamais trop emmerdé, t'en as plein sur toi. Mais la bouffe, ouais, c'est un gros souci qu'il faut gérer quand même. Je sais pas comment tu fais, Claire. Je suis admiratif. C'est un truc de dingue. Je sors de ma casquette, la professionnelle, mais c'est incroyable. Claire, qu'est-ce que tu as comme objectif en tête sur la course? Est-ce qu'il y en a un autre que d'essayer de se tirer de cette spine à peu près décemment, ou est-ce qu'il y a une quête de podium ou plus, ou le plaisir d'abord? J'avoue que je savais que ça allait être binaire. C'est soit je me crachais, j'allais complètement mal gérer un truc et ça allait mal se passer et j'allais abandonner, soit j'irais au bout et je ferais ça bien. Parce que vu l'état de forme que j'avais, je me disais, ouais, soit je me blesse ou soit je me foire totalement et ça va être un DNF. Ou soit, ouais, je pensais un top 10, ça m'aurait déjà plu. Top 5, ça aurait été parfait. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'avoue que ouais, tu sais jamais ce qui peut se passer. L'année dernière, c'est un bon ami à moi qui a gagné la Spine dans un temps qui me paraissait tout à fait accessible. Et finalement, j'aurais fait le temps que j'ai fait cette année, je l'aurais fait l'année dernière, je gagnais la Spine. T'arrives à estimer facilement ça en amont, le temps que tu peux mettre sur une course quand tu l'as jamais faite? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est un Ouais, peu je au doigt mouillé? regardais les coureurs qui avaient à peu près mon niveau. Bon après, j'avoue que c'est un peu, comment dire, prétentieux de dire que j'ai le niveau de Eon qui a gagné la course plusieurs fois et qui a mis 93 heures l'année dernière, mais c'était un peu coupé. Donc en gros, j'estimais son temps à 98 heures, mais après, voilà, j'estimais que je pouvais faire moins de 100 heures et au final, j'ai fait moins de 100 heures, donc c'était cool. Non, j'estimais que j'allais mettre à peu près le même temps que sur un Thor, peut-être un poil plus rapide. Et au final, ouais, c'est ce que j'ai fait, quoi. Si tu as une boule de cristal, je veux bien que tu me donnes les chiffres du loto de la semaine prochaine, Claire. Ah non, je les garde pour Visiblement, aller faire mon tour du monde. tu as l'air de bien avoir une bonne intuition en tout cas. Et puis aussi beaucoup de rationnel, je pense, pour réussir à estimer le temps que tu vas passer dehors. Claire, on a compris, l'avant-course, ça a été un peu chahuté. Ça s'est un peu monté à l'arrache. Peut-être que tu as retrouvé des petits camarades de jeu, voilà, d'autres coureurs que tu apprécies, avec qui vous avez pu vous créer une petite bulle sympathique voilà, sur place avant le départ. On est maintenant le 15 janvier 2023, donc il y a vraiment très peu de temps. Le départ prévu à 8 heures. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance et du contexte plus général là, au moment du départ? C'est plutôt humide de ce que j'ai compris. Et puis toi, comment tu Ouais, te sens au moment de te lancer dans cette course sur laquelle tu n'avais pas au départ fondamentalement envie d'aller? bah alors, l'ambiance, bah, tu tout dit, quoi. Il flottait, enfin, il y avait une putain de pluie de malade, donc il flottait à seau. Donc l'ambiance a été un peu refroidie, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas très bien. Je commençais à me demander si j'avais fait les bons choix de veste de pluie déjà, parce que j'avais pas pris une Gore-Tex, j'avais pris une veste un peu plus fine, etc. Donc je commençais à me dire, ouh là là, parce que finalement le départ était à 8 heures et on lâche nos drop bags et on récupère nos trackers et après on avait une demi-heure à attendre, quoi. Et ouais, j'ai attendu une demi-heure dans la pluie, j'étais trempée, je me disais, ouh là là. Ouais, ça va être cool si pendant si pendant les 24 prochaines heures il pleut comme ça, je suis mal quand même. Donc j'avais un peu peur, quoi. Tu fais le choix de partir plutôt tranquillement, ce qui n'est pas forcément le cas de la tête de course. Ça part plutôt vite, en tout cas pour les premiers. Ouais. Ouais, ça part Toi, tu t'emballes très pas, vite. tu es en mode gestion, allez-y, partez devant. Ouais, c'est ça. Tonnerre sur ce genre de course, il faut courir à son rythme. J'ai déjà fait l'expérience de partir trop vite et de finir à 3 à l'heure. Donc surtout quand on part sur 420 kilomètres, finalement, j'avais jamais fait de course de plus de le plus gros que j'avais fait, c'était le Thor avec 350 kilomètres. Donc là, tu en rajoutes quand même 80, donc c'est pas rien, quoi. Cette première journée, on peut le dire, Claire, ça a été une galère
C'était quand même assez compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a marqué cette journée-là entre des chutes, des petits passages de barrières et autres, enfin, et un terrain pas idéal, des conditions compliquées? Est-ce que tu peux nous donner un peu à comprendre comment s'est passée cette première journée? Ouais, parce que j'imaginais, que ça allait être très boueux, que le terrain allait être difficile. Puis en plus, il flottait à saut et il a flotté pendant quasiment toute la journée. Enfin, quand il s'arrêtait de flotter, c'était pour neiger, donc voilà. Et oui, et donc je m'attendais à avoir les pieds mouillés, mais en fait, on a les pieds mouillés en permanence. On patauge dans de la boue en permanence, quoi. Limite, parfois, le sentier, c'est un ruisseau. En plus, sur cette première portion, on traverse 6 ou 7 fois, voire même plus, des rivières. Et quand je dis qu'on traverse des rivières, on a de l'eau jusqu'aux genoux, quoi, avec du courant. Et il faut les bâtons pour éviter de se casser la gueule, quoi. Donc ouais, ça a été un petit peu compliqué. À un moment, je suis tombée. En plus, il y avait le sentier, c'est des pierres. Enfin, soit c'est de la boue, soit c'est des pierres un petit peu aménagées. Et il y a parfois des pierres qui ont des trous, mais on le voit pas parce que là, ça ruisselait de flotte, donc c'était couvert de flotte. Et je me suis cassé une paire de fois la gueule sur ces pierres qui étaient trouées en fait. Donc heureusement, j'ai les chevilles un peu hyperlaxes, donc je me suis tordu la cheville, mais ça m'a pas fait grand-chose, mais ça aurait pu être game over au bout de 20 kilomètres. Le poignet a morflé par contre. Ouais, le poignet a morflé, ouais. Alors je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à me faire ça. Je pense que je suis tombée et que ça m'a causé un hématome et qu'après mon poignet a gonflé. Et le problème, c'est que là on le voit, j'ai quelques bracelets sur le poignet. Là, j'en ai plus que 3, mais d'habitude j'en ai une petite dizaine. Et je pense que donc du coup mon poignet a gonflé et avec les bracelets ça a fait compression et du coup ça m'a fait très 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 mal. Donc du coup j'ai été en catastrophe, j'ai dû sortir mon canif et puis mon cutter et essayer de couper les bracelets un par un. Donc ça m'a pris déjà 5 minutes vu que j'avais les mains gelées, etc. Et puis en fait, après j'ai eu mal pendant toute la course et j'ai été voir le médecin à la fin de la course. Il m'a juste dit que j'avais une tendinite du poignet, quoi. Donc, je ne sais pas comment je me suis fait ça. Je sais que ça fait un mal de chien et qu'après j'ai pas mal dégusté, quoi. Mais ouais, ça commençait bien. Puis à un moment, j'ai eu le malheur de mettre le pied un peu hors sentier et je me suis enfoncée jusqu'à la hanche dans la boue, quoi. Donc j'ai galéré à me décoincer sans laisser ma chaussure dans la boue. Mais ouais, je m'attendais à ce que ça soit boueux, que ça soit venteux et qu'il pleuve, mais je m'attendais pas à ça, quoi. C'était une éponge, quoi, une rivière de boue. C'était ouais, j'avoue que la première journée, bon après il y a 2 possibilités. Soit tu râles et ta course se passe mal, soit tu prends ça à la déconnade, tu t'enfonces jusqu'aux genoux dans la boue, tu trouves ça rigolo. Moi j'ai choisi cette option-là parce que de toute manière l'autre option j'allais passer une course horrible, quoi. Mais ouais, pendant toute la course, j'étais en train de me dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est quoi ce terrain, quoi. Heureusement, il y a des bénévoles qui sont là pour te remonter le moral et puis des petits chocolats chauds aux bases vie qui sont bons pour le moral. T'es à la première base vie, donc t'es bien puisque t'es pas très loin de la première femme. Tu arrives peut-être un peu plus près que ce que tu imaginais peut-être. Ouais, ouais, tout à fait. Et ensuite, il y a une première nuit qui se passe dans des conditions relativement difficiles. Il y a un peu d'escalade, etc. Enfin, tu t'en sors plutôt bien, mais c'est un exercice qui reste délicat malgré tout. Ouais, je m'attendais à ce que le chemin soit difficile, mais à un moment, il faut carrément escalader des pierres complètement mouillées, etc. Je me suis demandé, mais c'est vraiment là qu'il faut passer? C'est juste pas possible. C'est une falaise, je glisse, je tombe, je meurs, quoi. Mais si, le chemin, c'était vraiment ça, quoi. Pourtant, j'ai peut-être perdu un quart d'heure à essayer de trouver où est-ce qu'il fallait passer, mais non, c'était là, c'était ça. Tu arrives au petit matin au kilomètre 135. Il y a ensuite un beau petit morceau qui s'offre à toi, un sacré morceau de bravoure et dans des conditions qui sont pas géniales. Juste pour peut-être repréciser l'altitude des monts, etc., sur lesquels tu grimpes n'est pas très élevée puisqu'on est plutôt en dessous de 1000 mètres, mais les conditions sont pour autant moins dantesques. Ouais, tout est exposé au vent, en fait. Il y a pas d'arbres, il y a pas de forêt. Et puis en plus là, comme il avait neigé, tout était couvert de neige. Et le fameux mont en question, en plus, il fallait carrément faire de l'escalade, quoi. Enfin, c'était 15 minutes d'escalade. Donc moi, quand je l'ai fait de jour et heureusement parce que je voyais à peu près où j'allais et finalement, il faisait pas si froid que ça. Enfin, le vent gelait bien, mais j'imagine que si tu fais ça de nuit avec un vent encore plus horrible que ce que j'ai eu, voilà, quoi, c'est un peu galère. On était quand même sur des températures qui étaient négatives, qui allaient lorgner un peu avec le -15 quand même, peut-être même -19 par moment, au ressenti en tout cas.
Ouais, ouais, tout à fait, j'avoue que j'ai compris pourquoi ils nous demandaient d'avoir des lunettes dans le matos obligatoire parce qu'effectivement, quand tu as un vent pas possible et une tempête de neige, ouais, tu vois pas grand-chose et si tu as pas des lunettes, c'est compliqué, quoi. Tu vis une bonne partie de la course seul, hormis au début, notamment les 75 premiers kilomètres où il t'arrivait de croiser un peu des coureurs et puis quelques portions plus ponctuelles après. C'est une situation qui te va bien? J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a des moments où tu souffres pas un peu de longs tronçons et de longues heures sans croiser personne, ni coureur, ni bénévole sur les bases vies? T'arrives à te satisfaire de ça? Hem, En fait, sur le début de course, on a voilà, comme j'ai dit, il y a quand même souvent des ravitaux un peu inofficiels, donc c'est vrai que finalement, on est souvent 30 kilomètres puis on voit quelqu'un. Et puis quand on arrive à une base vie, là, on est comme un roi, quoi. Puis les gens, t'aident, enfin t'offrent toute la solitude que tu as eue pendant une vingtaine d'heures, finalement, tu l'oublies tout de suite dès que tu arrives à une base vie parce que les gens sont juste, là à vouloir t'aider aux petits oignons, à te demander comment tu vas, à t'offrir des choses, à te demander si tu veux un café, des lasagnes, des machins, des trucs. C'est vrai que finalement, ouais, il y a certains moments, surtout la nuit et malheureusement au mois de janvier, bah, il y a 8 heures de jour et 16 heures de nuit, donc forcément les nuits sont très, très longues. C'est vrai que la nuit, c'est quand même dur quand tu es tout seul, mais finalement quand tu arrives aux bases de vie, ou à tous les ravitaux inofficiels qui va, par exemple, parfois tu traverses un hameau, tu as une femme qui t'invite dans sa maison à manger des toasts ou quoi que ce soit. Enfin, tous les gens sont c'est un peu comme à La Réunion, en fait, c'est vraiment la course. Enfin, les gens sont tellement impliqués par la course, sont tellement et en plus sont tellement admiratifs de tous ces gens qui font cette connerie, à vrai dire, que finalement les gens sont vraiment bienveillants et ils sont tous à t'encourager, à te soutenir parce qu'ils savent que c'est hyper dur, quoi. Et donc tu traverses par exemple à un moment le Pennine-Way, il traverse une ferme et il y a une femme qui est là et qui attend tous les coureurs et qui les invite un à un à venir, boire de la soupe, manger des choses, dans sa grange. Et c'est juste incroyable, quoi. Tu te nourris de la bienveillance et du soutien des autres. Donc oui, tu es seul sur beaucoup de portions, hein. J'avoue que j'ai été vraiment très, très seule sur énormément de portions, mais je me suis jamais sentie aussi soutenue et aussi encouragée et j'ai eu l'impression de voir énormément de monde, quoi, sur ces 430 kilomètres. Tu es arrivé au CP, si tu es au kilomètre 75, là tu connais une petite alerte à ce moment-là, au moment de te poser sur une chaise, il y a un coup de moins bien? Non, c'est juste que ça a totalement changé mes plans. Je voulais pas m'arrêter, je voulais juste manger, changer ce que j'avais à changer et puis partir tout de suite. Et c'est vrai que là, j'ai senti que je commençais à faire un malaise, donc c'était pas cool. Mais du coup, bah, c'est bien parce que ça m'a finalement forcé à m'arrêter, je pense, au bon moment. Parce qu'une fois que j'ai fait ma petite sieste, bah, je suis repartie bien. Et puis heureusement parce que il y avait vraiment un gros morceau après, il y avait vraiment 100 kilomètres après, donc c'était finalement le bon moment pour faire une petite pause. Et donc finalement, c'est les circonstances de course qui font que finalement, bah, ça m'a empêché de faire une connerie puisque je pense que c'était vraiment une connerie de repartir, de repartir pour 20 heures sans faire une pause. Ça m'a pas inquiétée plus que ça, j'ai l'habitude d'avoir des petits coups de moins bien. C'est normal sur une course, aussi longue. Surtout quand on est dans des températures négatives comme ça, c'est quand même vachement exigeant pour le corps. Sans spoiler, là, cette petite heure que tu t'es accordée de sommeil, c'est quasiment 50% de la durée totale de sommeil que tu as eue sur la course. C'est ça, c'est ça en plus. Claire, tu repars ensuite dans une nuit un peu froide, un peu d'hypothermie. Enfin, c'est quand même délicat pour toi dans ces conditions-là nocturnes. Tu arrives finalement au CP3 au petit matin. Tu es content de ta nuit malgré ces conditions et après ce petit coup de chaud au CP, finalement, tu te sors assez bien de cette nuit. Ouais, ouais, je trouve que j'ai plutôt bien passé la nuit effectivement. C'est vrai que les conditions, mais il faisait incroyablement froid. Je pense qu'il faisait -15 facile avec le vent, il devait faire -19, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai eu un petit peu, un début d'hypothermie, donc le temps de s'arrêter, de sortir sa doudoune, puis en plus moi je suis un peu une boulette, donc j'avais laissé tomber mes gants dans la neige, donc donc après j'avais les gants trempés, j'avais les mains encore plus gelées qu'au départ. Puis surtout c'était un peu dur niveau navigation et puis c'était un gros tronçon avec juste finalement un mini arrêt au 30e kilomètre, mais c'était quand même 64 kilomètres avec juste un seul point, un seul ravito, on va dire, enfin un seul moment où on voyait des gens en fait. Et il faisait tellement froid qu'en fait j'avais les pieds qui avaient gelé. Enfin j'avais de l'eau, enfin puisque la première nuit mes lacets avaient gelé
Bon, ça allait, c'était juste les lacets, mais là, j'avais carrément une boule de glace, enfin 2 boules de glace. Enfin, mes pieds, c'était 2 boules de glace, quoi, en fait. La nuit J'essayais de 13 les et de boules de glace? Ouais, j'essayais de taper avec mes bâtons dessus pour les enlever, mais ça voulait pas. Donc c'est pour dire à quel point il faisait froid, en fait. Donc j'étais très, très contente de passer cette nuit-là. Je crois que ça a été la nuit la plus dure, en fait, parce qu'on était vraiment en altitude, en plus. Enfin, il y avait plusieurs collines, à passer. Et ouais, et puis c'était après, bah, sur toutes les autres bases vie, je me suis rajouté une doudoune facile. J'avais compris qu'il fallait mieux avoir plus de choses sur soi enfin, qu'il valait mieux prévoir large, quoi, niveau froid. Mais j'ai l'impression d'avoir pas mal avancé parce que ma Meren, donc le recordman de backyard, et puis d'autres, Eon 600 notamment, km. c'est ça. Donc voilà, quand tu sais que tu as passé une bonne nuit et qu'il ne t'a pas rattrapé, tu te dis ouais, j'ai quand même dû bien avancer parce que d'habitude je le voyais aux bases de vie, et puis là quand je suis arrivée à Middleton, en fait il arrivait quand je repartais, donc c'est que j'avais vraiment, en plus de ne pas m'avoir rattrapé, j'avais même un peu creusé l'écart, quoi. Donc il y a cette nuit qui a été finalement plutôt concluante, qui s'est bien passée pour toi, et ensuite une journée très belle. C'était peut-être un premier très beau souvenir, en tout cas, où tu as pu profiter du décor dans des conditions plutôt idéales. Ouais, bah là, j'étais vraiment très contente de faire cette portion-là de jour, parce qu'en fait, il y a d'abord une énorme cascade, truc magnifique. Donc, bon, faut escalader des pierres gelées pour passer au-dessus, mais c'était vraiment superbe. Après, une deuxième cascade, et après ce qu'on appelle High Nick, qui est juste un espèce de chasme où on a une vue imprenable sur toute la vallée. Enfin, c'était incroyable. Et j'étais vraiment très contente de faire 7 jours. Et après, bah, j'ai Après t'être aussi baigné dans la cascade. non, non, non. Ah non. Et après, il y avait la partie la plus difficile de toute la course qui s'appelle Crossfell, pardon, qui est juste une montée. Je crois qu'on se prend 900 mètres sur 10 kilomètres, et c'est des conditions épouvantables. C'est le point le plus, enfin c'est là où il a fait le plus froid de toute la course. D'ailleurs, une super photo de moi avec les cheveux complètement gelés. Et tu vois toutes les photos des gens, ils sont complètement recouverts de givre, etc. Et effectivement, tu te prends une tempête de neige pendant 10 kilomètres. On t'avait prévenu d'ailleurs, les bénévoles t'avaient signalé que c'était une partie Ouais, ouais, particulièrement périlleuse. on m'avait dit qu'il fallait prendre 3 doudounes, et effectivement, j'ai mis mes 3 doudounes sur moi et mes lunettes. Donc voilà, une fois que cette partie-là a été faite, il y a une super belle descente qui t'amène jusqu'au CP4, où là c'est mythique, parce qu'en fait c'est là où tu as les lasagnes. Ils ont même une page Facebook, enfin une page Instagram dédiée aux lasagnes d'Alston, donc c'était vraiment Génial. mythique. Donc je suis arrivée là et j'en ai pris 5 parts parce que c'était bien ce qu'il fallait pour se remettre de Crossfell, quoi. Et un petit dodo aussi, 1 heure et demie. Et un petit dodo d'1 heure, ouais. C'était 1 heure. ouais. Et ensuite, 60 km qui ont été assez marquants pour toi, qui se décomposent plus ou moins en deux grandes tendances, plutôt les 30 premiers kilomètres dans un marais. C'est ça. Et heureusement qu'il était à peu près gelé, comme ça on avait qu'une fois sur deux de l'eau enfin de la boue jusqu'aux genoux, mais ouais, c'était un marais, c'était un beau marais pendant 30 kilomètres quand même. Et ensuite, le mur d'Adrien, dont je parlais tout à l'heure dans la présentation de la course, qui est construit à même la falaise, Ouais. dont tu n'as pas pu pleinement profiter. Enfin, tu l'as vu 2 jours, ou tu l'as Je vu l'ai vu 2 jours, j'ai eu aussi la chance de voir 7 jours, et ouais, honnêtement, c'est incroyable, c'est incroyable. On avance dans le temps. Maintenant, c'est le CP5 qui s'offre à toi. On est à 67 km de l'arrivée. Une petite pause s'impose, là encore. Est-ce que tu peux nous parler des 25 km qui ont suivi ce CP5? Oui, alors, moi je suis repartie du CP5 assez en forme, et puis un peu motivée, parce qu'en fait j'avais vu le 3e et le 4e qui venaient juste, enfin quand je suis arrivée au CP5, ils venaient juste de partir. Donc je me suis dit: «Oh, peut-être qu'il y a une toute petite chance que je les rattrape». Donc du coup je courais tranquillou, puis à un moment, bah, j'ai pas fait gaffe, il y avait une espèce de flaque, et en fait c'était pas une flaque, c'était un trou de boue. Donc je me suis enfoncée ouais, quasiment jusqu'aux hanches dans la boue. Ça m'a un peu surpris. Et bon, le temps que je me dégage et tout, puis que je dise, parce qu'il y avait aussi des gens du challenger de la course plus petite qui arrivaient, je leur ai dit: «Surtout passez pas là, vous allez mourir sinon. Ne faites pas comme moi. Ne faites pas comme moi», voilà. Et donc ça m'a rappelé quand même qu'il fallait être vigilant au niveau du terrain. Donc après, bah, à chaque fois il y avait des plaques de verglas, puis à chaque fois qu'il y avait des plaques enfin, des endroits où c'était un peu dégelé, je faisais vraiment attention. Et après, je voulais suivre la trace, puis parfois elle partait un peu enfin dans des endroits un peu improbables et tout, mais le problème c'est qu'ils nous avaient vraiment dit qu'il fallait pas couper.
Donc j'ai suivi la trace, je me disais mais c'est pas possible, je fais du 1 km/h, c'est pas un sentier. Je suis revenue sur la route, puis je me suis dit non, c'est pas possible. Si jamais ils me mettaient une pénalité parce que j'ai pas suivi la trace, mais bref, je suis retournée sur la trace, c'était juste pas possible, c'était pas un sentier. Et ça m'a bien fait perdre une vingtaine de minutes. Puis après, je me suis rendu compte que ouais, c'était parce que la trace elle était faussée. Donc les 25, voilà, il y a donc du CP5 jusqu'à Bernès, qui est le dernier point où tu vois des gens en fait. Il y a 25 kilomètres. À Bernès, tu as le droit de rester 30 minutes, on te sert un repas chaud et puis tu as le droit de rester 30 minutes au chaud. Puis après, tu as le dernier marathon dans les Cheviottes, qui est le massif montagneux là, qui était couvert de neige. Il y avait 3 mètres de neige dans ce bazar. Donc j'ai fait une petite sieste sur le canapé et puis après c'était parti pour les 40 derniers kilomètres qui étaient finalement vachement longs parce que quand il y a plein de neige, t'avances pas très vite en fait. Je crois que j'ai mis 15 heures pour faire ce truc et c'était un peu galère parce que j'ai fait ça de nuit toute seule et que finalement il y a pas grand chose quoi. Après t'as 40 kilomètres avec 2 huttes. T'as 16 kilomètres, une première hutte qui est en fait 3 planches en bois. Tu peux te mettre à l'intérieur pour t'abriter, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire dans la hutte. Et après, tu es encore plus en altitude pour atteindre la hutte numéro 2 et avec encore plus de neige. Et puis pareil, la hutte numéro 2, il y a rien quoi. Donc ouais, après les 42 derniers kilomètres, ils sont longs. Et je les ai fait de nuit et toute seule et la navigation était compliquée parce que parfois tu suivais les traces de pas. Heureusement, il y avait 2 mètres de neige, mais il y avait déjà des gens qui avaient fait la trace. Mais parfois, les gens, ils s'étaient plantés. Donc, tu suis les pas, puis tu te rends compte que, non, en fait, c'est pas là. Et tu vois les traces de pas qui partent sur la gauche pour retrouver la trace. Tu fais, oh, putain, mince, c'est raté. Et hop, 200 mètres de plus. Et puis surtout, c'était un peu la fin de course et j'étais un peu en mode zombie. Donc là, tu te dis, ouais, j'ai pas envie d'avoir à sortir mon sac de couchage et de dormir là, quoi. Parce qu'il y avait juste rien. Et j'ai juste moins 10 et puis 2 mètres de neige, quoi. Tu as ensuite une dernière descente sur les 11 derniers kilomètres en tout cas, qui est une partie peut-être un peu moins technique. Dans ton esprit, tu touches au but et tu franchis donc la ligne d'arrivée après 431 km et 11 000 mètres de D+, en un peu plus de 97 heures d'effort, à une fabuleuse 5e place au scratch et puis une première place féminine. Après tant d'efforts, tant d'engagement, des conditions aussi difficiles, est-ce qu'il y a de la place pour de l'émotion ou est-ce que justement elle est amplifiée par cette fatigue? Est-ce qu'il y a juste une grosse envie d'aller se mettre au chaud, d'aller dormir ou d'aller retourner chercher des lasagnes pour pouvoir en reprendre et se redélecter? Comment est-ce que tu vis ça? J'avoue que j'ai pas eu beaucoup d'émotions avant de voir l'arche d'arrivée et avant de voir quelques personnes en fait. Parce que c'est vrai que même jusqu'à 300 mètres de l'arrivée, je voyais personne parce on arrive sur vraiment un tout petit village et puis on arrive encore sur un sentier qui est rempli de neige. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les gens là qui m'encourageaient et tout, et que j'ai touché ce mur et j'ai embrassé ce mur, je savais pas s'il fallait le toucher ou l'embrasser, donc j'ai fait les deux. C'est vrai que là, je me suis dit ah ouais, quand même, je l'ai fait quoi. J'ai vraiment fait ce truc et puis j'étais même limite déçue quoi de me dire que c'était déjà fini. Non, je déconne. J'étais vraiment très très contente de pouvoir aller me mettre au chaud et puis de faire un somme, quoi. Est-ce que sur une course comme celle-là, il y a des moments, est-ce qu'il y en a un peu, pas du tout, ou tout le temps, des moments où tu dis qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me suis embarqué dans cette histoire? Est-ce que c'est des sentiments par lesquels tu es prise ou c'est pas du tout un état d'esprit dans lequel tu es, mais au pic de difficulté, et tu t'arrives à être imperméable à ça sans mauvais jeu de mots? Non, en fait, j'ai vraiment eu de la chance que les conditions météo, parce que c'était dur, hein, c'était vraiment très très dur. Le terrain était très dur, il faisait très très froid, ça gelait, mais c'était sec. Et moi, finalement, ce que je supporte pas, c'est être mouillé. Le froid, tu te rajoutes une doudoune, tu rajoutes des gants, tu te mets un bonnet, etc. Enfin, ça c'est quelque chose que je pense pouvoir gérer. Par contre, je sais pas ce que ça aurait été dans des conditions beaucoup plus humides que ça. Donc c'est vrai que finalement, oui, il y a beaucoup de moments où je me demandais mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai toujours eu le côté vu la côté positif des choses en me disant waouh, c'est une aventure, c'est fou, c'est dingue, les gens ils vont jamais me croire quand je vais raconter ça. Enfin, j'ai toujours la vision positive de la chose, ce qui n'aurait pas forcément été le cas s'il avait plu pendant 5 jours, enfin pendant ces 4 jours. Et finalement, j'ai jamais eu de coup vraiment de moins bien. Enfin, j'ai toujours été bien. Enfin, j'ai toujours eu le sentiment d'avancer, de continuer à courir. Enfin, jusqu'au kilomètre 80, je courais. Enfin, je courais. Je trottinais à 6 km/h. On va appeler ça courir, on va dire. Mais ça a toujours avancé. J'ai toujours eu l'impression de continuer à avancer à mon rythme et de me faire plaisir. Donc, c'est vrai que finalement, la course, elle a pas été aussi dure que ce que je pensais, en fait.
Mais c'est aussi parce que les conditions étaient incroyables au niveau météo et aussi parce que physiquement, j'étais très, très, très en forme et que j'ai finalement pas souffert, quoi. Est-ce qu'il y a malgré tout une chose qui a pu te surprendre sur cette course ou un apprentissage avec lequel tu serais sorti de cette spine? Ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi boueux et qu'on ait vraiment les pieds mouillés en permanence, enfin mouillés ou dans de la neige en permanence. Je m'attendais à ce que ça soit difficile, mais à ce point, qu'on court parfois dans des rivières, quoi. Je m'attendais pas forcément à ça. Donc c'est vrai que je m'étais préparée, j'avais 3 paires de chaussettes sur moi, dont 2 paires imperméables. Et c'était pas trop, hein. C'était même, c'était pas trop du tout. T'as pas eu Mais d'ampoule? j'ai pas eu d'ampoule, non, 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 c'était incroyable et j'ai eu des pieds, nickel. Je m'attendais justement à avoir des pieds complètement défoncés, mais en fait, après c'est aussi parce que c'est le point numéro 1. C'est vraiment la chose à laquelle j'ai fait le plus attention. À chaque CP, je changeais mes chaussettes. J'ai gardé les mêmes chaussures du début à la fin, mais c'était plus parce que je voulais pas changer un truc qui marchait. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que le terrain soit aussi difficile, qu'on ait de la boue parfois jusqu'aux genoux, ou que là, en l'occurrence, on avait des plaques de verglas vu qu'il faisait -15. Et j'avoue que j'étais un peu débile, j'ai pas voulu mettre mes crampons. Enfin, je les ai mis pour la première fois à 40 kilomètres de l'arrivée. J'aurais dû les mettre plus tôt parce que je me suis tapé une paire de gamelles, mais elles étaient méritées pour le coup, hein. Pas de crampons, bah, avec la glace, tu tombes, hein, c'est Pas de normal, hein. crampons, sanction. Tu connais cet Ouais, adage voilà, pas de que je viens crampons d'inventer? fonction. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que le terrain soit aussi difficile que ça. J'avoue que, en plus, quand on voit, voilà, j'avoue que 430, ça fait peur, mais après tu vois le D+, tu vois 11 000 D+, tu te dis ouais, c'est bon, c'est roulant. Ouais, non, c'est pas roulant, c'est pas roulant. Il y a des parties, tu peux pas aller plus vite que 4 à l'heure, hein. Ça a été ta course la plus exigeante? C'est dur à dire ça, la course la plus exigeante à ce jour? Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, de loin, de loin. Le Thor, ça avait été exigeant, mais il y a aucun moment, enfin le Thor, tu veux faire une sieste, tu t'assois dans les buissons, tu dors, quoi. Là, sur la Spine, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, t'as tout ce qu'il faut en théorie pour pouvoir dormir dehors, mais moi j'avais pas du tout envie de dormir dehors, hein. Tu mets ton bivy, tu dors 1 heure, tu te réveilles, tes chaussures elles sont gelées, super, quoi. Et puis non, enfin, j'avais vraiment envie de passer le moins de temps possible dehors. Et c'est vrai que du coup, ça t'enlève toute possibilité de faire une sieste ou de faire une pause ou de parce que par exemple, je pouvais juste pas me dire: «Allez, je m'assois quelque part 5 minutes pour souffler». Tu fais ça, tu crèves de froid, quoi. Tu étais obligé de marcher sans arrêt si tu voulais pas geler, quoi. Donc ça fout une pression quand même. Tu te dis: «J'espère que je vais pas avoir de défaillance, quoi». En admettant que tu te prennes la décision folle de retourner sur la Spine un jour, qu'est-ce que tu ferais de différent? J'essaierais de mieux m'organiser au checkpoint. C'est vrai que finalement, parfois, je passais 1 heure ou 1 heure et demie et sans faire de choses vraiment utiles. Les choses utiles étant dormir ou manger. Mais parfois, j'avais trop chargé mon sac déjà, donc je passais, en plus avec mon poignet qui était en vrac, j'arrivais juste pas à fermer mon sac, donc je passais 10 minutes à essayer de fermer mon sac. Et c'est vrai que je pense que je peux gagner facile 5 heures si j'arrive, que je me dis: «Je fais ça, ça, ça» et si je et je dors et machin. C'est vrai que là, parfois, je restais 1 heure au checkpoint, bah, j'aurais mieux fait de dormir 45 minutes et de faire 15 minutes un autre truc plutôt que de rester 1 heure à regarder dans le vide, quoi. Enfin, ou à pas faire grand chose, quoi. Merci beaucoup Claire d'avoir partagé avec nous cette course incroyable. On va se parler un petit peu de la suite. Tu nous l'as dit tout à l'heure, il y a les championnats du monde des 24 heures qui se dessinent cette année. Il y a aussi la Hard Rock qui a un rendez-vous sur Ouais. lequel tu as envie de répondre présente. Est-ce que tu peux nous parler c'est ça, c'est tes 2 gros objectifs de l'année, c'est cela? Ouais, c'est ça, et l'UTMB aussi. Mais ouais, ouais, j'avoue que la Hard Rock, bah, je m'y attendais pas, donc quand j'ai vu que j'étais tirée au sort, déjà, j'y ai pas cru au départ. Puis après, il a fallu tout organiser et ouais, ça va être un bel objectif et puis après, je vais en profiter pour rester un peu dans le Colorado, peut-être me faire un petit FKT ou juste, En passant. randonner, ouais, ou juste randonner pendant 10 jours. Mais ouais, ça va être une sacrée aventure ça aussi parce que là, on touche aussi à quelque chose que je connais pas du tout, c'est-à-dire, être en altitude, bah, pendant toute la course, quoi. Parce que là, je crois qu'on est à 3 500 de moyenne, quelque chose comme ça, et qu'on redescend jamais en dessous de 2008. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et oui, il y a plein d'autres courses. Là, il y a trop de courses. C'est ça va pas arrêter. Enfin, c'est comme d'hab, quoi. Ça va être comme d'hab. Claire, tu avais partagé avec nous ton moto lors de notre 30e épisode qui était plus c'est long, plus c'est bon. Alors, est-ce qu'il est toujours de circonstance après une course de 430 km ou est-ce que tu as un autre moto que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui?
Ouais, non, plus c'est long, plus c'est bon. C'est toujours Et plus c'est valable. très long, plus c'est très bon ou pas? Oui, plus c'est long, plus c'est bon. Non, notre motto, ça pourrait être oser à un moment. Il faut oser, même si c'est sortir de notre zone de confort, même pour faire des choses, même qui, a priori, nous correspondraient pas du tout, parce qu'on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer, la preuve, hein. Et non, puis même, on n'a qu'une seule vie, donc faut pas avoir de regrets, il faut oser des choses. Merci beaucoup Claire, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi cette Spine Race qui est une course totalement hors norme. Chacun aura pu le mesurer pleinement. Elle rime assez bien avec épique. Je pense que le terme course et épique, ça colle assez bien dans le cadre de cette Spine que tu as partagée aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir été fidèle à toi-même, aussi enthousiaste et spontané. Ne change rien, ton énergie elle est hyper communicative et puis ton incroyable détermination, c'est, je pense, pour beaucoup, et moi le premier, une très, très grande source d'inspiration. Donc avance comme ça, continue. T'as pas besoin de moi pour te le dire, mais en tout cas, voilà, sache que tu suscites beaucoup d'inspiration. Enfin, tu crées de l'inspiration en tout cas auprès de beaucoup de gens qui te suivent. Et voilà, merci et bravo encore pour cette belle performance. Je te souhaite une très belle année 2023. Il y a un beau programme, on l'aura compris. Je suis sûr que tu vas nous mitonner des belles performances dont tu as le secret. Je te souhaite un jour qu'on puisse te voir sur la Barclay, où là aussi on sera tous derrière nos écrans avec des fumigènes et puis des trompettes et des tambours pour t'encourager. Je suis sûr qu'à distance, tu sentiras qu'on est avec toi. En tout cas, voilà, merci d'avoir pris le temps de nous raconter cette grande et belle course qu'est la Spine. Merci à toi de me avoir réinvité, puis j'espère qu'on pourra parler de la Barclay après, un jour, peut-être. Exactement, ta place est réservée. Dès que tu as fait ta Barclay, je te re-invite avec un plaisir fou. Ça marche. Salut Claire. À bientôt, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.